à Antonio Soler, qui nous fait l'immense plaisir et honneur d'être avec nous ce soir pour parler de son tout nouveau roman intitulé Sud. Bonsoir, Antonio Soler, je vous en prie. Ainsi qu'à votre interprète, Pascal Fougère, qui va nous faire le plaisir de traduire vos propos. Je crois que vous comprenez le français. Oui, un peu. Mais voilà, vous pourrez vous exprimer plus librement grâce à notre interprète. Sud est un roman qui a été traduit par Guillaume Contré, il faut le dire, c'est important toujours. Et Sud est un roman qui nous emmène dans un endroit où il fait très chaud, qui pourrait être Malaga, d'où vous arrivez aujourd'hui même. Nous allons aller à la rencontre d'une multitude de personnages le temps d'une journée caniculaire. Il fait une chaleur suffocante. Une journée où nous allons rencontrer des gens de tous les horizons. À la fois une femme médecin, des adolescents en perdition, nous allons rencontrer des policiers, un avocat, enfin vraiment toute une pléiade de personnages, une coiffeuse, un mécanicien, un entrepreneur. Mais tout commence avec un homme qui semble mort, qui en tout cas est dévoré par des fourmis. Est une vision assez terrifiante. Voilà, on arrive et comme si la caméra nous emmenait détailler cet être qui a l'air d'être un cadavre, mais qui en fait respire encore. Et à partir de ce mort, va s'enclencher toute une suite de rencontres. Je parle de caméra, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a en vous lisant. Une caméra qui s'insinue dans les rues, dans les maisons, dans les magasins, au poste de police, une caméra omnisciente. Antonio Soler, quelle a été l'inspiration pour ce livre? Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous plonger dans cette journée pleine de chaleur, de désir, de frustration, de douleur et d'histoire humaine. Bon, merci. Je m'excuse, je vais parler en espagnol. Je crois qu'il est mieux pour la langue de Flaubert. Una novela compleja con tantos personajes no tiene una sola fuente de inspiración, sino que hay una serie de iluminaciones, de inspiraciones, podríamos llamar, que confluyen y dan origen a esa visión general de una ciudad. Oui, alors évidemment, un roman aussi complexe, avec tant de personnages, n'a pas une seule source d'inspiration, une seule illumination, allons-nous dire. Appelons ça inspiration. Il y a plusieurs choses qui vont se rassembler, voilà, et qui vont donner lieu à ce roman. La primera fue cuando una amiga médico de una ciudad que no era Málaga me contó que ella es médico en urgencias, en un hospital. Había llamado una ambulancia diciendo que habían encontrado a un hombre moribundo, completamente cubierto de hormigas, en un día de muchísimo calor, en un descampado. Y su compañera, médico también, le dijo: será mi marido. Y efectivamente, cuando la ambulancia llegó, era su marido. Llevaba desaparecido 3 o 4 días. Lo habían encontrado en ese estado moribundo. Había bebido mucho alcohol, había tomado diferentes drogas, pastillas. En definitiva, era una especie de suicidio buscado, porque ese hombre llevaba una doble vida. Era un homosexual que durante años había encubierto su condición sexual.
Alors, la première, en fait, de ces illuminations, c'est une histoire que me raconte une amie médecin, en fait, et dans une ville qui n'est pas Malaga. Elle est médecin aux urgences et tout d'un coup, il y a un appel, en fait, d'une ambulance disant qu'ils vont amener aux urgences un homme qu'ils viennent de trouver à moitié mort dans un terrain vague et entièrement recouvert de fourmis. Une de ses collègues lui dit à ce moment-là, c'est sûrement mon mari. Le mari en question, il a disparu depuis 3 ou 4 jours, et en effet, c'est bien lui qui est trouvé dans ce terrain vague. Il a consommé énormément d'alcool, de drogue de tout type, il a pris énormément de médicaments, et c'est en quelque sorte un espèce de suicide parce que cet homme avait une double vie et qu'il cachait son homosexualité en fait depuis des années. Una segunda fuente fue una estancia, unos días pasados en Dublín con un grupo de amigos que tenemos una orden de caballería disparatada, de veneración, supuesta veneración a James Joyce, y vamos allí el Bloomsday casi cada año. Y estando en Dublín, viendo una placa de estas que hay en el suelo que hacía referencia a que en esa parte de la ciudad ocurría un pasaje de Ulises, pensé en algo o concreté algo que ya venía pensando. ¿Por qué no intentar escribir la novela de una ciudad entera, con todas las voces, con todas las lenguas que se producen en una ciudad cada día? La seconde source, elle vient en fait d'un séjour à Dublin fait avec un groupe d'amis avec lequel on forme une espèce de confrérie de chevaliers qui adorent en fait Ulysse et James Joyce en particulier. Et donc la règle veut que pour Bloomsday, qui est le 16 juin, qui est le 16 juin, donc on se rend généralement toujours à Dublin et voilà, j'ai vu lors d'un voyage cette plaque sur le sol qui faisait référence à un passage d'Ulysse et tout d'un coup ça m'a donné l'idée de m'engager dans le travail de construction d'un roman qui allait raconter en fait une ville avec les différentes voix et les différentes langues qui étaient parlées par les personnes qui s'y trouvent. Por tanto, tenía las dos fuentes, ese personaje, una historia que desde un punto de vista humano me impresionó mucho, pero el escritor es una especie de perro de presa que cuando tiene una historia como esta inmediatamente la intenta hacer suya, y la novela de una ciudad. Y hay una tercera fuente, podríamos llamar, que a mí siempre me impresionó desde que era niño. En el colegio me hablaron de una novela picaresca que se titula El diablo cojuelo. Y en esa novela el diablo lleva a un personaje, al protagonista, al cielo, y desde allí, desde las nubes, destapa los tejados de Madrid y ve lo que hay dentro de cada casa. Alors, évidemment, quand on a l'histoire, quand on a cette idée-là de parler d'une ville, plus l'histoire d'un personnage qui, d'un point de vue humain, bien évidemment, m'avait beaucoup impressionné, beaucoup touché, et en même temps, l'écrivain, c'est un peu quelqu'un, un peu un charognard d'une certaine manière, qui s'empare des choses et qui les fait siennes. Et il y a eu une troisième source, en fait, qui était liée à ça, c'est que depuis que je suis petit, à l'école, j'ai été impressionnée par un roman picaresque, en fait, qui s'appelle El Diablo Conjuelo. Et dans ce roman, le protagoniste est emmené, en fait, par le diable
au-dessus de Madrid, et donc depuis le ciel, il enlève tous les toits des maisons et permet donc aux protagonistes, aux héros, de voir la vie dans toutes les maisons. Y yo es lo que pretendí, destapar los tejados de una ciudad, ver lo que hay dentro y al mismo tiempo también destapar la parte de arriba del cráneo de muchas personas y ver lo que había dentro de las cabezas de ellos. Oui, en fait, cette espèce de manière d'enlever comme ça le dessus, la couche supérieure, voilà, alors le toit des maisons, ce que j'ai fait, et j'ai en outre essayé d'enlever la partie supérieure du crâne des gens pour voir ce qui se cachait à l'intérieur des cerveaux des gens qui vivaient dans cette ville. Alors, effectivement, on va suivre différents personnages, je l'évoquais tout à l'heure, très différents par leurs origines sociales, leurs fonctions. Certains sont liés entre eux, d'autres pas forcément, mais ils sont toujours dans le paysage, dans le périmètre, puisque c'est de la ville qu'il s'agit. Et simultanément, j'ai eu le sentiment, par exemple, que quand il est question des deux adolescents, dont un est extrêmement violent, il y a des histoires avec sa mère, il est amoureux d'une femme intouchable et un peu bizarre quand même pour lui, pour son âge. Bien qu'il n'y ait pas un lien direct avec l'intrigue, en fait, toutes ces histoires qui sont autour de ce presque mort forment d'une certaine façon un cœur qui participe à la tragédie de cet homme dévoré par les fourmis. Est-ce que je me trompe? Sí, yo tenía la sensación también del coro, efectivamente, pero tenía también la sensación cuando estaba manipulando tantos personajes a la vez, de que era una especie de director de orquesta que le daba entrada y salida a multitud de personajes y que todos estaban dentro de la misma ópera, de la misma sinfonía, de la misma obra musical. Oui, tout à fait. Mais j'ai eu cette sensation du cœur, mais en outre, avec tous ces personnages que je manipulais, j'avais vraiment le sentiment d'être un chef d'orchestre qui allait permettre les entrées ou les sorties de certains musiciens ou de certains chanteurs qui faisaient néanmoins tous partie du même opéra ou de la même pièce musicale. Algún colega, algún amigo escritor me dijo, aquí tenías muchas novelas, podías haber escrito varias novelas, probablemente, pero del mismo modo que algunas de esas piezas musicales no habrían sonado del mismo modo ni con la misma intensidad al lado de otros instrumentos, creo que tampoco habría funcionado igual esas historias contadas de modo aislado. Unas se refuerzan a otras, se complementan y al final la suma de las partes es muy superior a lo que habrían sido de un modo aislado. Oui, j'ai un ami écrivain qui m'a dit mais enfin, avec tous ces personnages, tu aurais eu plein de romans possibles, mais en même temps, j'ai vraiment le sentiment que toutes ces histoires possibles, elles n'auraient pas eu la même intensité, le même mode, et un peu comme effectivement on est sur quelque chose, les choses se complètent, et du coup l'intensité de l'ensemble est bien plus forte que l'intensité des parties si elles avaient été séparées. Cette complémentarité, on va en parler dans un instant quand on va parler du mode narratif et de l'écriture. Mais avant, pour rester un peu sur les personnages, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez l'idée de couper le crâne et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Les corps sont très importants aussi dans ce livre. Tout ce qui est charnel, sous toutes ses formes, à la fois le corps désirable, le corps décomposé, on l'a vu avec le cadavre, le corps frustré, désirant, en tout cas, cette chaleur, cette canicule participe aussi au fait que tous vos personnages bouillonnent de désir et de frustration.
Sí, el deseo es una parte importante de la novela. Lo oculto, por eso hablaba de la idea de destapar los deseos inconfesados, para empezar, el de ese personaje que ha llevado una doble vida porque la sociedad en cierto modo le ha obligado a esconder su parte de deseo. Oui, alors effectivement, hein, le désir est très très important dans le roman. C'est pour ça aussi que je parlais les désirs cachés, hein, c'est pour ça que je parlais en fait de dévoilement et d'enlever comme ça cette partie supérieure du crâne. Cet homme, il a des désirs qui ne sont pas avouables, que la société ne le laisse pas avouer. C'est pour ça en fait hein, qu'il a que les choses sont cachées. La idea del calor me vino con esa primera imagen de ese hombre cubierto de hormigas, pero en cierto modo también es un personaje porque cuando el calor es tan fuerte, puede trastornar un poco las percepciones, llevar incluso a una especie de idea onírica o un punto de realidad a aquello que está ocurriendo. El calor puede alterar muchas cosas, y si no, que le pregunten a Albert Camus y al extranjero, ¿no?, cuando dispara sobre el árabe en la playa. Si hubiera sido un día primaveral y con 15 o 20 grados, probablemente el suceso ese no se habría producido. Oui, et la chaleur, en plus, hein, j'en ai eu l'idée avec cette histoire d'homme recouvert de fourmis dont on m'avait parlé, mais la chaleur est tellement forte, en fait, hein, ou quand la chaleur est tellement forte, elle peut d'une certaine manière, bien sûr, affecter les perceptions, elle peut amener un certain degré d'onirisme, elle peut modifier la réalité, hein, elle a un effet possible sur beaucoup de choses, et je pense que pour le prouver, hein, il nous suffirait de demander à Camus dans L'étranger, hein, les choses se seraient sans doute passées différemment pour Meursault si il s'était agi d'une journée de printemps où il faisait 15 ou 20 degrés. Oui, ou comme chronique d'une mort annoncée, effectivement, cette chaleur laisse présager aussi une forme d'intensité. Mais au-delà des corps, la manière dont s'articule cette histoire, je disais tout à l'heure que c'est une journée entière, mais finalement, ça n'est pas qu'une journée, puisque nous allons faire des allers-retours dans le passé et qu'il y a une narration qui permet au lecteur d'être omniscient au fur et à mesure, non seulement parce qu'on sait ce qui se passe dans la tête des personnages, mais parce qu'on remonte le temps, on anticipe aussi. Et finalement, ce roman n'est pas une journée de la vie de ces gens, c'est des vies qui se font écho en une journée. Sí, esa justamente era la idea. A través de un día contar multitud de vidas. Y esas vidas están contadas básicamente a través del lenguaje. A medida que los personajes van hablando, y depende de cómo hablan, nos van diciendo quiénes son. Oui, justement, c'était ça l'idée. Hein. C'était en partant d'une journée, raconter une multitude de vies. Et ces vies, finalement, elles vont nous être révélées par la langue qu'elles utilisent. Intenté reproducir efectivamente todas esos registros culturales que hay en cualquier ciudad, el lenguaje culto, el lenguaje de los adolescentes, el lenguaje de los marginados, pero también la publicidad, la radio en el taxi, los WhatsApps, todos los ruidos y las voces que hay en una ciudad, y también todos los estados de ánimo. Efectivamente está el drama,
pero yo creo que uno de los componentes también de la novela es el humor. A veces humor negro o humor menos negro, pero todos los registros, todas las sensaciones que se producen en la vida de una ciudad. En ese sentido diría que sería como un corte medular en el continuo de una historia. Oui, effectivement, hein, j'ai tenté de reproduire tous les registres culturels, toutes les langues qu'on entend dans une ville, hein, la langue savante, le langage des adolescents, celui des marginaux, celui de la publicité, ce qu'on entend à la radio, WhatsApp, le bruit, le tumulte des voix, et le bruit qu'on entend dans les taxis, tout ça. Hein. Mais j'ai voulu aussi bien sûr donner rendre les états d'âme, en fait, de toutes ces personnes. Et il y a aussi un élément qui est fondamental, c'est l'humour, plus ou moins noir dans le livre. Hein. Mais je dirais que mon but, c'était de bien rendre toutes les sensations et sentiments qu'on pouvait trouver dans une ville. Et d'une certaine manière, j'ai fait une coupe un peu longitudinale de cette ville. Il y a un personnage que vous appelez l'athlète, qui est aussi un peu poète, puisque cet athlète qui continue de courir, bien que ce ne soit plus son métier, écrit un journal. Et c'est là aussi, vous avez évoqué les différents genres d'écriture. Hein, vous l'avez dit, on a le langage WhatsApp, on le retrouve dans le livre, vraiment écrit en tant que tel, les différents bruits du monde. Mais il y a ce journal comme une pause à l'intérieur du texte. Quelle est la fonction de l'écriture de l'athlète dans ce livre ? Bueno, es algo que surgió a medida que iba escribiendo el libro y sería una voz completamente subjetiva dentro de ese plano cenital desde el que estamos viendo la novela, la acción de los distintos personajes. Es una multiplicación más de las distintas perspectivas. Oui, en fait, c'est quelque chose qui m'est venu au cours de l'écriture du roman. C'est une voix plus subjective, en fait, hein, par opposition à cette espèce de plan zénital qu'on a des autres personnages. Donc, on a là une vision différente, en fait, de chacun des personnages du roman. Porque también las distintas voces no solo responden a esos distintos estratos sociales, también hay una multiplicación de técnicas narrativas, de voces en tercera persona, de voces en primera persona, de parodia, de novela negra, hay literatura dentro de la literatura, eso es muy cervantino, muy al estilo del Quijote. Dentro de una novela nos cuentan otra novela y aquí hay un relato que correspondería a género negro. Y también hay un diario, que es el diario del atleta, que curiosamente son unas páginas. Yo era atleta cuando joven de competición y antes de publicar nada, antes de ser escritor oficialmente, había escrito unas páginas y cuando estaba escribiendo Sur, las encontré, curiosamente, 40 años después, y prácticamente sin retocarlas las incorporé porque pensaban que daban efectivamente otra perspectiva al conjunto de voces de la novela. Oui, alors c'est vrai aussi hein, que ces voix différentes ne correspondent pas toujours stricto sensus aux classes sociales dans lesquelles on les entend, mais il y a aussi des tas de techniques narratives en fait hein, qui sont utilisées. Il y a des narrations en jeu, des narrations en deuxième personne, il y a tout un tas, il y a une parodie de la littérature noire aussi, hein, mais un peu à la manière de Cervantes, c'est-à-dire d'un roman dans le roman. Hein. Et tout
tout ça, il y a ce récit noir qui est là, plus le journal de l'athlète. Et c'est vrai que ce personnage de l'athlète, donc, qui va nous donner des perspectives différentes sur les différents personnages, c'est amusant parce que moi, j'étais athlète aussi quand j'étais jeune, avant d'écrire quoi que ce soit. Et j'avais écrit une page. Voilà. Et ce qui est très amusant, c'est que alors que je travaillais à ce roman Soud, j'ai retrouvé cette page 40 ans plus tard et je l'ai intégrée en fait telle quelle dans le roman. Alors, il y a dans ce livre une liste de personnages, alors qui pourrait, ça s'est déjà vu dans des livres, des listes de personnages pour nous aider à retrouver le fil. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, cette liste de personnages est comme une continuité, sinon du roman, du moins de l'enquête de cette caméra invisible, puisque vous les décrivez, mais vous ajoutez des informations qui ne sont pas dans le livre. Vous nous donnez encore un peu plus, vous dévoilez plus de chacun d'entre eux, non sans humour parfois, il faut le dire. Et puis parmi ces personnages, il y en a un qui a attiré mon attention, alors évidemment dans le livre déjà, mais j'aimerais, si vous le permettez, juste lire sa définition. Solaire, entre parenthèses Antonio, également nommé Loisillon, ancien coureur de 400 mètres auquel l'athlète fait référence, également ami de Dioniso dans sa jeunesse, quand celui-ci était lié à Enrique Rodriguez, Meliveo, Immaculata Berroso et Vicky Leiva. Et aussi un écrivain que, bien des années plus tard, Céspedes voit à l'aube grimper sur une charrette pleine de ferraille en compagnie de Garriga Vela et Tajan, auteur d'un roman intitulé Sud. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bueno, también hay metaliteratura, pero sobre todo hay juego. La novela está llena de muchos juegos. Entiendo la literatura también como una diversión y Sur especialmente es una novela en la que hay muchos guiños literarios y mucho juego literario. Oui, alors là, on est quand même dans quelque chose de littéraire, mais il y a aussi du jeu. Ce roman, il est plein de beaucoup de jeux. Je vois aussi le roman comme quelque chose de distrayant, en même temps comme une diversion. Et c'est vrai que Sud est plein de jeux littéraires. Cuando acabé la novela, no tenía esa última parte de personajes, la envié al editor. Y hablando con una amiga, cuando le comenté que en la novela había 200 personajes, me dijo, creo que estaría bien que pusieras un elenco de personajes, explicando quiénes son, una especie de guía. Et quand j'ai fini le roman, en fait, et que je l'ai envoyé à l'éditeur, je n'avais pas, en fait, cette liste de personnages. Et c'est en parlant à une amie et en lui disant que dans ce roman que je venais de terminer, il y avait 200 personnages. Et là, elle m'a dit, mais écoute, je crois que ça serait bien, en fait, de mettre la distribution. Lo dije al editor y me dijo, bueno, sí, pero tienes 10 días para hacer esto. Y me parecía un poco aburrido hacer una lista meramente descriptiva. Así que continué el juego y a personajes completamente terciarios les daba más protagonismo, contaba sus vidas, hacía pequeñas biografías con un tono más humorístico que el que tiene la novela. De tal modo que el lector que quiera puede acabar la novela en el punto final y prescindir de esa lista o ir intercalándola también un poco siguiendo un juego que está propuesto. Es complementaria, da más información de algunos personajes, el que quiera lo lee, el que no quiera no lo lee. Oui, et en fait, l'éditeur m'a rappelé en disant, écoute, oui, c'est une bonne idée, mais tu as 10 jours pour le faire. Et là, je me suis aperçue, en fait, j'ai trouvé que faire une liste purement descriptive était plutôt ennuyeux et j'ai poursuivi le jeu, en fait. Et là, je me suis amusée à prendre des personnages qui étaient vraiment
personnage de troisième zone, hein, ou de très peu d'importance dans le roman. Donc là, dans la liste, je leur redonnais plus d'importance, je leur écrivais une véritable biographie, je faisais que les choses soient assez drôles. Hein. Mais tout ça, en fait, cette liste, le lecteur peut en faire ce qu'il veut, en fait. C'est-à-dire qu'il peut s'arrêter au point final du roman, il peut poursuivre sa lecture en lisant la liste dans la continuité, et il peut aussi choisir de, par moment, s'y référer pour intercaler la lecture de la liste avec certaines pages du roman. Voilà, ou pas la lire du tout, bien sûr. Antonio Soler, en tout cas, merci infiniment d'avoir partagé avec nous un peu plus encore que cette liste et ce roman. Je voudrais à nouveau rappeler le nom du traducteur, Guillaume Contré, qu'on remercie pour son magnifique travail, pour une écriture à la fois formidable et fluide et extrêmement aisée à lire, mais un vrai challenge, je pense, pour un traducteur. Je voudrais remercier Delphine Valentin, qui est votre éditrice française, à qui on doit aussi la publication de ce livre aujourd'hui. Un grand merci évidemment à votre interprète Pascal Fougère, et encore une fois un grand merci à vous. Sud, c'est le titre de votre tout nouveau roman. Merci, et je m'excuse avec les traducteurs aussi. C'est un travail très très difficile sans doute. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. Cette présentation touche à sa fin.